мешала встретиться с правозащитниками Европы верховная власть. Хотелось бы знать, какая именно Горбачев, Ельцин. Мы в этой стране привыкли знать, что именно Горбачев вслед за ним Ельцин были двигателями поворота к усвоению европейских понятий о правах человека. Господин Собчак, как нам кажется, тоже был участником и продолжателем этого стремления, но отнюдь не его инициатором. И хотелось бы знать, откуда у господина Гая такая информация, на чем она основывается и кто именно из верховных руководителей нашей страны препятствовал господину Собчаку в его правозащитной деятельности. Io non voglio e non posso entrare in questioni di politica interna russa. Dico solo che per tutti noi avere sfidato Mosca per invitare un congresso sui diritti dell'uomo a Pietroburgo fu un atto di coraggio, e che apprendere che Leningrado era ridiventata San Pietroburgo fu un grande segnale per tutti noi, e fu considerata una vittoria da tutti i nostri amici dei paesi, soprattutto dell'Europa centro-orientale, polacchi, ungheresi, rumeni, i nostri amici, militanti per i diritti dell'uomo, delle leghe per i diritti dell'uomo, hanno festeggiato il giorno in cui questa città ha ripreso il suo nome storico. Poi, come è naturale, in tutte le rivoluzioni oltrepassano i propri figli e vanno avanti, è il loro destino e il loro dovere. Una cosa. Bene. Grazie. So che già tocchiamo qualche argomento che riguarda San Pietroburgo, almeno a livello politico, siccome noi in Occidente abbiamo una visione che è quella dei giornali, dove i grandi capi sono benefici, democratici, trasformatori, e in pratica noi ignoriamo che questi capi sono costretti, per mantenere il loro potere, a attuare certe trasformazioni loro malgrado. Quindi ecco che c'è una differenza tra quanto qui impariamo e quanto grande stampa occidentale ci ha detto di volta in volta. Vorrei chiedere se in sala c'è Salvatore Zagata. Non c'è. E Carlo Barrese. Neppure. Perché hanno partecipato al congresso, sono notissimi giornalisti d'Italia. Allora appunto volevo interpellarli. Ecco, intanto c'è per un brevissimo saluto. La scrittrice svetlana di San Pietroburgo, Zlivinskaya, che viene qui un attimo, l'ho incontrata un mese fa presso la sede dell'Unione dei Scrittori, e poi è venuta a parlarmi di Malraux e di un nipote di Malraux e di altre cose. Poi mi ha mandato un fax e non è venuto, allora tutti i documenti. Allora, grazie.
Benissimo. Perfetto. Grazie. No? Allora, due parole da parte di Svetlana. Cari amici, signori e signore, certo che vorrei pronunciare tutto il discorso in italiano, o almeno di tentare di farlo, però mi sembra che parlerò russo perché sarà più facile per la gente russa che c'è qui e forse per capire meglio quello che io vorrei dire. Non vorrei pronunciare il discorso formale, но теперь я перейду тогда на русский язык. Дело в том, что я прослушала много выступлений, очень интересных. Хотела бы поблагодарить господина Долгорукова за то, что все-таки он организовал вот такую встречу всех нас, когда мы могли бы обменяться мнениями. Очень много говорить. Наверное, не все мне понятно все-таки. Мне лично. И думаю, скорее всего, в сердцах многих разными оттенками сейчас может найти отзыв великая фраза великого русского поэта. Умом России не понять. Вот, наверное, то, что остается у многих и у меня тоже. Ну, во-первых, позвольте мне очень коротко сказать вот об этом евроазиатском и азиатском симфонии, о котором очень много говорилось. Я, честно говоря, это не очень понимаю. Что такое азиатское мышление? Скажем так, Япония с ее азиатским мышлением сегодня первая страна в мире. Единственная страна, которая может завидовать Японии, и многие завидуют все-таки, это древний Китай, который был центром мира всего азиатской мышления. Потому что если бы, скажем, Китай не изобрел компас, может, никому не открыли Америку. Если бы Китай не изобрел компас, может быть, сегодня не было в мире столько лет. Поэтому и, кстати, часто даже люди религии едут сейчас в Азию, поскольку Ватикан все-таки морально уже не очень силен для того, чтобы найти вот эту самую истину. Но у меня нет никаких решений по этому поводу, никаких конкретных вещей, просто я высказываю такого рода сомнений. Что касается величия России, то мне кажется, величие ее состояло в ее огромной территории. И более того, никогда Средняя Азия не составляла большую часть этого величия. Что касается российских империй, то России часто бы приходилось защищаться от татаро-монгольского ига, от всякого рода нашествий. И Россия, именно русский народ, как таковой, даже когда создалась эта империя, вряд ли травил какие-то другие народы. А сейчас, когда эта империя, скажем, разбилась, это разбилось кривое зеркало, где образовалось много осколков. Но в каждом из этих осколков отражается то, что было во всей этой империи. И мне кажется, что эти новые независимые государства, я просто боюсь этого, постепенно идут к тому, чтобы стать тоталитарными режимами. И именно они имеют возможность как можно скорее, вы меня простите за такое высказывание, но скатиться прямо-таки к рабовладельческому обществу. Поскольку процесс, который произошел, он не имеет обратного хода, так мне кажется. Случайной ли была русская революция? Да нет. Опять я думаю, что она была запрограммирована в этом мире. Ведь не в России родились эти идеи, они здесь только вырабатывались. И вспомните эту банальную фразу: «Признак бродит по Европе, признак коммунизма». И, между прочим, он не перестал бродить по ней, поскольку когда произошел крах России, сейчас крах Российской империи, Советской империи, то ведь очень у многих возникло какое-то странное сожаление.
может быть, что-то повлияли, что, может быть, что-то было лучше. Ведь когда-то, ведь это же совершенно естественно, что у людей было желание справедливости. Это всегда было в человеке. И это совсем не то, что каждому должно быть дано одинаковое количество чего-то, всем поровну хлеба, поровну счастья. Нет, справедливость – это какое-то философское понятие, которое живет и будет жить в каждом из нас. И вот, может быть, поэтому это произошло и должно было произойти, когда люди смотрели на Вифлеемскую звезду, они действительно хотели создать рай на земле, но одну религию подменили другой. Я говорю прежде всего сейчас своим зарубежным коллегам, потому что мои коллеги русские, я думаю, что это хорошо знают. Есть в России такой крайне странный город. Это был большой русский город, прекрасный, как многие русские города. Там было много церквей, куполов. Город расположен на берегу Волги, он назывался Симбирск. Теперь он называется Ульяновск. Все еще, вернее, имеет двойное название. Мне пришлось там быть довольно долго, и этот город совершенно потрясает. Он в полном смысле слова превратился в некую новую религию. Я очень советую своим иностранным коллегам, если у них будет возможность побывать там. Это удивительное совершенно ощущение. Если, допустим, вы поедете по Владимиру, по Лугу, конечно, соборы и церкви разорены, но они хотя бы стоят. А вот это город, где сметено совершенно все. Там осталось 2 маленьких часовни, причем одна на закрытом кладбище. И когда там хотели создать епархию и приехать священник, то ему просто негде служить. Вот сейчас идет строительство новой церкви, наверное, первая в России. И вот на фундаментах разрушенных храмов построены храмы другие. И памятники Ленину, гигантский мемориал, когда его строили, снесли последние 8 улиц в центре города, и даже у самой церкви, где крестили Володю Ульянова. Этот город, все его площади, улицы, переулки, все носит имя Ленина, папы, мамы, братьев, все. Там стоят скульптуры Мария Александровна Ульянова с сыном Володей или Илья Николаевич Ульянов с сыном Володей, попросту в полном смысле слова имени. Но в этом городе скрестились какие-то странные вещи. Но я напомню, может быть, не все это помнят, что прежде всего это город Обломов. В этом городе родился Гончаров, и в этом городе был написан этот знаменитый русский роман, воссоздавший этот очень любопытный характер. И по иронии судьбы, в этом городе родился Карамзин, великий историк государства российского. Эта история называется «Российской империей». Так вот, в этом городе еще есть, вдумайтесь, дорогие коллеги, вот такое странное сочетание. Иногда кажется, что и профессор Воронов, и Коровьев, эти знаменитые персонажи Булгакова, присутствуют буквально во всем. Так вот, город, где все носит имя Ленина и членов его семьи, есть одно странное заведение. Это психиатрическая клиника имени Карамзина. Это присутствие. Нет, я вижу вашу улыбку, я понимаю. Когда я об этом узнала, я неделю не могла успокоиться. И если мы в Петербурге говорим «Лехтеревка», то там в автобусе опять остановка Карамзинка. И действительно это так просто звучит. Так вот, если окончательно человек сойдет с ума Ленина, я должна понять, что не делать. 2 o 3 cose per concludere, ma proprio chiare, perché noi non stiamo capendo niente. Я буду немножко медленно закончить. Io penso che lei agli abitanti di Pietrogrudo possa parlare tante volte, però adesso l'occasione è anche di dire 2 o 3 cose a coloro che sono qui oggi ma non lo sono domani. Так вот, это странное сочетание, по-моему, является сегодня тоже очень таким символическим. Ну, что я могла бы к этому добавить? Мне кажется, что этот процесс все-таки был реальным, он необратим. И сейчас мы должны собрать все силы как-то, чтобы не случилось такого, чтобы снова захлопнулся ужасный занавес. Потому что
наверное, надеяться на чудо. И опять-таки я хочу закончить последними словами нашего великого русского писателя Достоевского, что с востока заря сияет. Может быть, это нам это чудо принесет. Сегодня большой праздник, праздник Святой Троицы. Я поздравляю всех с этим праздником, и православных, и католиков, в конце концов, христианства. Несмотря на трудности, я думаю, что тоже должно остаться единым. Надежды вам и счастья. Большое спасибо. Ringraziamo Svetlana e invito adesso a intervenire Jean-Pierre Fay. Allora Jean-Pierre Fay è rettore dell'Università Europea di Ricerca. Ha partecipato a alcune riviste in Francia, per cui negli anni 60 la rivista Trichet, negli anni 70 ha fondato la rivista Charge, in seguito ha fondato il Collège Philosophique, è romanziere, poeta, filosofo, saggista. Prego. Proprio con Jean-Pierre Fay avviene, in collaborazione con la sua università, il congresso di Parigi del 25, 26, 27, 28 novembre prossimo. Allora, traduzione in italiano e in russo. Il titolo del congresso di Parigi sarà l'Europa del secondo rinascimento e Jean-Pierre Fay qui parla di viaggio d'Europa o dell'Europa. Oui, j'aimerais parler de ce vent de l'Europe que décrit le prince Mouchkine dans Idiot. L'idiot de Dostoïevski. Parce que, comme vous le savez, dès les premières pages de ce livre, qui est écrit à Florence, qui est achevé dans un voyage entre Bergamo et Firenze. Et dès les premières pages, Elisabeth Prokofyevna affirme que toute votre fameuse Europe n'est que fantaisie. Et elle ajoute, rappelez-vous ce que je vous dis, vous verrez vous-même. Voilà donc la prophétie de Prokofyevna. En face d'elle, le prince Mouchkine, répond simplement qu'il y a cette Europe d'où soufflent les vents. Alors j'aimerais que nous explorions ensemble ce vent d'Europe, ce zéphyr d'Europe. Nous savons que le zéphyr a un double sens en italien parce que c'est un vent grec, un vent très doux, et c'est aussi le zéphyr, le chiffre arabe, venu de l'Inde. Tout à l'heure, on parlait de l'Asie comme lieu de fécondité de l'Europe. Eh bien, le zéro, le chiffre, est venu de l'Asie par l'Inde. Et avant d'être le chiffre arabe, il était le sphare hébraïque. Et avant, c'était même une ville mésopotamienne, Sipa, qui a été redécouverte il y a seulement 5 ou 6 ans. Et c'est en Italie que le zéro est devenu opératoire, est devenu la pensée qui a permis à l'Europe de prendre une possession opératoire de l'univers, dans une maîtrise dangereuse,
ailleurs. Et c'est cette maîtrise dangereuse que questionne Dostoïevski. Alors, bien sûr, nous n'allons pas refaire le voyage de Dostoïevski en Europe, mais vous savez qu'il part en 1867, c'est un voyage de 1868. Et le 12 mai 1868, il y a même un deuil, la petite Sonia meurt. Bon, le 12 mai 1968, j'étais à Pétersbourg, c'est-à-dire à Leningrad. Et on me lisait les nouvelles de Paris. On annonçait qu'à Paris, il y avait une commune de Paris qui était née, bizarrement. Les travailleurs s'étaient emparés de la Sorbonne. Ils faisaient des barricades sur la montagne Sainte-Geneviève. Ce qui paraissait très normal, d'ailleurs, dans le récit de la Pravda. Parce que là, la narration suivait tout de même un code obligé. La commune de Paris, c'était une référence, noble et, pour ainsi dire, légitime de l'histoire, telle qu'elle était racontée. En revanche, au contraire, l'idée qu'il y ait des étudiants derrière les barricades, des jeunes, ça paraissait tout à fait impossible à dire. C'était inracontable. Donc la narration écrite interdisait toute référence à ce qui se passait à Paris le 12 mai 1968. Et cependant, c'est à travers ce récit renversé que j'ai appris ici, quelque part par là, au-dessus de la Neva, que Paris connaissait des événements étranges, qui avaient des répercussions à Milan, à Berlin, à Londres, à Columbia, à New York. Bon, enfin, à Stockholm. Mais voilà comment, ici, j'ai vécu la narration de 1968. Mais si on reprend la narration de Dostoïevski, elle aboutit à ce livre extraordinaire, L'Idiot, qui voulait d'ailleurs dans son esprit réaliser quelque chose d'aussi drôle, d'aussi humoristique que Don Quixote, que Cervantes. Donc Dostoïevski rêve d'être Cervantes, chose très étrange, parce que s'il y a vraiment un auteur peu Don Quixotesque, peu Cervantin, c'est bien Dostoïevski. Mais gardons en réserve cette idée qu'il voulait faire de l'Idiot, du prince Gouskine, de Don Quichotte moderne. Entre-temps, va apparaître un autre personnage qui vient de Turgenev, comme vous savez, c'est-à-dire Otzi et l'heure de père et enfant, de Bazar, c'est le nihiliste. Alors le nihiliste, lui, ne naît chez Dostoïevski que quelques années plus tard, 1872. Et ce qui est intéressant, je crois, pour nous, ce qui est fondamental, si on veut suivre le voyage de l'Europe, dans nos têtes, dans nos langages, dans la narration philosophique secrète aussi, c'est le voyage du nihiliste, d'abord de Turgenev à Dostoïevski, puis de Dostoïevski à Friedrich Nietzsche. Parce que Nietzsche va lire les bestes, les démons. Dans la traduction française, il ne sait pas le russe, et curieusement, il ne dit pas dans la traduction allemande, mais dans la traduction française, car il a toujours le rêve de venir à Paris voir Turgenev, justement, pour le questionner sur le nihilisme. Vous savez qu'il voulait faire ce voyage à Paris avec Lou Salomé, c'est-à-dire une jeune fille russe née à Pétersbourg, sur le bord de la Neva. Malheureusement, Turgenev est mort, et Lou est parti pour Berlin. Nietzsche n'est jamais venu à Paris, et il est resté là, entre Leipzig, Sismaria, Nizza, Torino, Venezia, dans cet univers qui fait que jamais il vient à Berlin, jamais il ne vient à Paris, mais qu'en revanche, il porte avec dans une année de grand danger. Vous connaissez cette phrase de Nietzsche qui dit que les philosophes apparaissent dans les temps de grand danger. Et cette phrase est recopiée par Heidegger. En fait, Nietzsche parle des philosophes grecs. Il dit que les philosophes grecs apparaissent au moment où l'Empire perse commence à menacer les villes grecques.
Mais Heidegger prend ça pour lui. Le grand danger, c'est quoi? En tout cas, ce qu'il voit comme remède au grand danger, c'est malheureusement sa confession. Lui aussi fait une profession de foi, comme Stavrogin. Mais malheureusement, cette profession de foi, c'est une profession de foi en Adolf Hitler. Ça s'appelle Bekenntnis zu Adolf Hitler und dem nationalsozialistischen Staat. Vous comprenez? Je crois que ces mots, sans avoir besoin de traduction, surtout en traduction française, ça n'ajoute rien. Bekenntnis zu Adolf Hitler, c'est l'année 33. Et cette année-là, Heidegger se rallie avec passion et enthousiasme au Troisième Reich, qui va dévaster l'Europe. Mais il va ajouter quelque chose à sa philosophie l'année suivante. Et c'est ça qui est trop souvent oublié, surtout en France, car la France, après la guerre mondiale, est devenue amoureuse de Heidegger, évidemment. Et, enfin la France, disons, la philosophie française, la majorité, partout, heureusement, les esprits du Sud qui sont tenus à distance. Mais voilà que, en 1934, le même Heidegger est attaqué par son ami de l'année précédente, qui est un Obersturmbannführer SS, très dangereux philosophe, comme vous voyez. Et c'est celui-là qui va l'attaquer pour ne pas qu'il devienne le philosophe officiel du Troisième Reich. Il va l'attaquer en le déclarant nihiliste européen. Nihiliste métaphysique, pardon. Métaphysische nihiliste. Et ce nihilisme métaphysique, c'est pour lui, pour le nazi, c'est l'ensemble de la philosophie européenne dont le nazisme va délivrer le monde. Donc le nazisme, le Troisième Reich, c'est une espèce de balayage qui va nous débarrasser de la philosophie européenne, depuis les Grecs jusqu'aux Lumières, et surtout jusqu'à la Déclaration des droits. Alors, Heidegger adopte cette critique, cette dénonciation. C'est tout à fait la dénonciation telle que justement Verkovensky l'avait annoncé. Verkovensky a annoncé qu'on entrait dans un univers où l'espionnage, la délation, l'esclavage allait être la règle. Et voilà que le rêve est réalisé, le rêve de Verkovensky est réalisé par le Reich hitlérien. Et Heidegger, avec enthousiasme, se rallie à ce Reich, et même ensuite à cette dénonciation de la philosophie comme nihilisme métaphysique, c'est-à-dire, dans la phrase du SS, une métaphysique des littératures juives, des jüdische Literaten. Donc là, le langage antisémite fondamental du nazisme entre dans la dénonciation nazie que Heidegger adopte. Heidegger, esprit assez subtil et compliqué, va essayer ensuite de modifier tout cela en attribuant à Nietzsche ce que les nazis ont dit. Donc il y a cet énorme bouquin sur Nietzsche qui n'est, j'espère, pas encore traduit en russe. Donc j'espère que la langue russe n'est pas encore épargnée par ça. Elle a été traduite en français, elle a suscité l'enthousiasme de beaucoup de philosophes français, mais elle a été traduite par un homme extrêmement aigu, qui a très bien compris le piège que Heidegger tendait à la philosophie. Et ce que je voudrais simplement dire, parce que nous avons peu de temps pour explorer ce labyrinthe européen de la pensée, c'est que, en fait, Heidegger, comme tout le Troisième Reich, a déformé tout à fait le voyage de Nietzsche. Il a fait tout à fait dévier de sa route, de son horizon. Et c'est peut-être un philosophe sauvage, un philosophe libre, français, mais tout à fait à l'écart des institutions, enseignement, et Georges Bataille, qui est le premier à avoir vu, ou avoir dit en tout cas clairement en France, que Nietzsche était au contraire d'une ironie insultante à l'égard des précurseurs du national-socialisme. Et que, justement, il était celui qui avait écrit cette lettre, un pré-nazi,
ça me fait vomir d'entendre le nom de Zarathustra sortir de votre bouche. Alors pour Georges Bataille, ce qui l'oppose à cette pensée alourdie, comme il l'appelle, c'est-à-dire cette pensée qui est lourde de quelque chose qui pèse le plomb. Vous savez qu'à côté de Heidegger, il y a un penseur très important qui est l'inventeur de l'état total, du Totalstaat. C'est Carl Schmitt. Et l'espèce de liaison, de relation entre Heidegger et Carl Schmitt est quelque chose qu'on n'a pas encore assez exploré, mais qui est fondamental. En passant par d'ailleurs un autre penseur qui est Ernst Jünger, et qui est un penseur romanesque, enfin une sorte de narrateur pensif, et qui a lancé dès 1930 le Schlagwort, le slogan de la totale Mobilisation, la mobilisation totale. Donc on verra en 1940 les effets dans toute l'Europe. À Paris, comme à Pétersbourg, à Leningrad, au siège de Leningrad. Alors, ce qui est intéressant aussi chez Georges Bataille, c'est qu'au début des années 50, il nous dit ceci, de fondamental, c'est que chez Staline, voilà Staline qui entre aussi dans le débat philosophique, chez Staline, il perçoit une aversion profonde pour l'Europe. Pour Staline, l'Europe, c'est vraiment, c'est le mal, c'est l'inconnaissable, c'est le danger. Et donc, toute la forteresse que construit le travail de l'appareil stalinien, c'est face à l'Europe. Face donc aussi, nous avons donc une deuxième pensée lourde, à côté de celle du Reich troisième. Cette pensée lourde, cette pensée stalinienne, vous en connaissez les effets et le poids, je ne vais donc pas y attarder, mais ce qui est intéressant, c'est de voir le chemin d'un philosophe tel que Bataille, qui reprend si vous voulez, la mobilité nietzschéenne. Il sera difficile plus tard de voir vraiment comment il y a chez Nietzsche, comme chez Bataille, des tas d'hésitation devant le présent et l'avenir et le passé. Il y a chez Nietzsche des formulations qui ont été des références pour le nazisme. Mais en tout cas, la chose fondamentale que Bataille voit chez lui, c'est ce qu'il appelle les hommes souverains. Les hommes souverains, ce ne sont pas du tout les chefs, ce ne sont pas les princes, ce ne sont pas les guerriers, les marchands, les puissants. Au contraire, ils sont cachés, ils n'ont pas de pouvoir, mais ils perçoivent l'horizon. Et la souveraineté dont je parle, dit Bataille, c'est l'aspect opposé dans la vie humaine à l'aspect servile. Voilà donc la souveraineté opposée à l'esprit servile et à la pensée à l'autre. Alors, c'est là que l'aversion pour l'Europe retrouvée chez Staline, ou bien l'usurpation d'une Europe d'esclavage que prétendait construire le Reich hitlérien, trouve leur démenti chez Nietzsche précisément. Alors ça, c'est un moment tout à fait extraordinaire parce que ce Nietzsche, méditant sur les romanciers russes, sur Tourgueniev, puis sur Dostoïevski, surtout Dostoïevski, que Nietzsche, tout à coup, vers 1885-86, Nietzsche est le seul à le voir parmi les philosophes. Ni Marx, ni Engels, ni Taine, ni Renan, aucun autre. La canaille. Il a même inventé un mot, avec le mot français canaille, et le mot allemand plump, je veux dire indigeste. Un éditeur, je veux dire antisémite, mais c'est son éditeur, ça va être ça. Et à partir de cette date, Nietzsche n'a plus d'éditeur, il publie à compte d'auteur, Léopardi, et surtout Dostoïevski. Mais Dostoïevski, il est en train de l'écouter.
Alors, ce Nachlass, cette œuvre posthume, c'est Nachgelassene Fragmente de Nietzsche, eh bien nous y trouvons la description de ce qui se fait comme étant synonyme de nihilisme. Et par nihilismus, le nazi désignait donc la fine fleur de la pensée philosophique européenne à l'âge précis, chez Descartes, chez Leibniz. C'est-à-dire que ce qui a été une seule fois dit en grec, l'état physica, et par un philosophe qui était, et c'est le mot arabe, al-Tabiya, qui veut dire exactement l'état physica. Les livres qui sont après la physique, après la nature, après la science de la nature, bien, va être traduit, cette formule, ce titre va être traduit en latin médiéval. Et Dante est conscient de tout ça. Dante, il y a un vers de Dante sur le grand commentaire, le grand commento d'Averroès. Alors, voilà que nous avons reçu ce mot-clé, ce mot qui est la dénonciation, qui est l'objet de la délation du nazi, du SS. C'est un mot qui nous vient par un très long voyage ironique, un voyage qui à chaque étape interroge. Alors, je crois que nous pouvons ici nous rapprocher de Nietzsche à nouveau parce que nous voyons aussi chez Georges Bataille ce ciel de l'Europe, ce bleu du ciel, apparaître comme notre nappe de respiration. Et cette nappe de respiration, cette nappe du respirable, sans laquelle l'espèce humaine disparaît, et cesse d'être le sujet de l'histoire, cette nappe du respirable, elle tient à cette possibilité de la narration libre, de la narration critique, la possibilité de vérifier la narration, d'en retourner l'envers. Par exemple, de savoir si, à Paris, en mai 68, c'était des ouvriers ou des étudiants, peut-être les deux, car les étudiants à Paris voulaient que les ouvriers viennent. En fait, les ouvriers ne sont pas venus au quartier latin, à part quelques exceptions. Mais vérifier la narration, c'est respirer. Et ce ciel du respirable, c'est donc notre ciel narratif, narrationnel, notre raison narrative. En tout cas, il faut ajouter là aussi un principe nietzschéen qui s'énonce ainsi. Je vous donne la formule qui plaît beaucoup à Georges Bataille, bien sûr. Tenez pour faux ce qui ne nous a pas fait rire au moins une fois. Donc, il faut encore attendre d'avoir ri pour être sûr que ce n'est pas faux. Et j'espère que nous nous retrouverons ici à Pétersbourg, bientôt, plus tard, dans un rire européen un peu joyeux, plus joyeux peut-être que celui des jours d'aujourd'hui. Merci. Allora, riprendiamo i lavori alle 14:00 con la proiezione di 2 video e Concludere alle 19:30. Magari 10 minuti prima, dato che ieri abbiamo fatto 10 minuti dopo e abbiamo avuto qualche rimostranza. Sono molto dispiaciuto per il fatto che i congressisti che vengono dall'estero trovano nel disagio perché non 6 aerei da San Pietroburgo a Mosca, no, non il nostro, quello di cui lei sa già, quello di cui Clara sa già. No, Cristina. E allora
nonostante alcune dettaglianze organizzative e nonostante quindi non si può proiettare il brano se non c'è Paolo Calcagno. Allora ha preparato una relazione di 20 pagine, la rarefazione è tale che oltre che adesso potrà condensarla e poi pubblicheremo gli atti. Abbiamo organizzato riprese video in tutto il congresso, riprese in metacamera. Dirò poi delle proposte che in pratica ciascuno dei partecipanti, studente o dell'arte, pubblica libri relativi alle opere che fa, quindi alle esposizioni e non solo, andando alla Pala, che ha avuto vari impedimenti di visto, per cui non siamo riusciti a farlo arrivare in tempo per il congresso. Era con noi comunque una settimana in prigione, non per molto tempo, per qualche mese, però il tempo in prigione funziona, come noto, molto diversamente dal tempo fuori dalla prigione, per cui un'ora lì e un mese, un giorno e un anno. Prego. Raccomando la brevità, la conclusione e l'efficacia. Madame et Monsieur, chers amis, chers Armando, naturellement, avec une grande joie et enthousiasme de saluer cette initiative comme d'autres ainsi que d'autres initiatives qui Fondation et Armando ont pris. Cette initiative de Ciel de l'Europe, mais Ciel n'a pas de frontières, heureusement. Ce n'est pas une échelle qui n'a pas d'échelle, une des nôtres qui aussi qui nous amène vers cette commune enthousiasme, vers cette Europe, le véritable esprit d'Europe. Je voulais vous donc parler avec Ciel d'Europe et Ave Ciel, qui nos amis de l'autre côté de l'Atlantique et de l'autre côté de la Manche appellent Escaya. Je dois d'abord dire que l'Ave Ciel d'Escaya, c'est bien plus que d'objets volants et plus que de phénomènes progressés dans le ciel. L'escaya, c'est le savoir dans le ciel, pas seulement jusqu'aux limites de l'atmosphère, mais bien au-delà. Et c'est là où l'artiste rencontrait les scientifiques, et c'est là où les hommes des sciences ont défriché les voies de bien des manières. Mais il faut le dire qu'ils allaient là première, bien que les visions des artistes, ils seraient certainement allés avant eux. Nous devons aussi comprendre que le rôle des artistes va au-delà de ce qui est généralement compris comme un artiste. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait d'objets pour réaliser les événements à un certain moment documenté et enregistré. L'invention des photographies, qui est essentiellement une invention d'artiste, il y a plus de 150 ans, a fait avancer les sciences. En particulier l'exploration de l'espace, plus dramatiquement et plus vigoureusement qu'aucune autre chose dans le domaine des sciences, une partie de la science telle que l'astronomie ou l'exploration physique de l'espace. Le rôle d'art dans les rapports de l'art et des technologies, de l'art, des sciences et de la technologie, va donc bien plus loin que le simple fait de faire des choses ensemble. Cela a essentiellement à voir avec le rôle créatif de l'artiste dans l'univers de la pensée et de ses fleurs qui sont la recherche, l'invention, les progrès, que l'on pense, puisqu'on pensait des progrès et de la manière dont ils se transforment souvent en désastre. Il est évident qu'il existe une sorte des moteurs métaphysiques et actions dans chacun de nous et qui nous fait avancer au-delà de ce qui est connu, au-delà de ce que nous avons dans les mains.
Ainsi, les artistes sont lancés avec les scientifiques dans l'exploration de la vie et de l'espace pour les rendre habitables. Et cela devient toujours plus évident et mieux accepté. De plus en plus, les gens sont convaincus que oui, nous sommes bien à la paix. Ils étaient ensemble, comme étaient ensemble aussi les artistes des groupes zéro des années 60 et d'autres groupes connus. Ça, qu'au même moment, je ne sais pas qui a fondé l'image de l'artiste Moody. Alors vous savez, l'image de Van Gogh, quelqu'un qui a dit qu'il a vécu seul. Eh bien, ce n'est pas le cas. Et ainsi de suite. Les compagnonnages entre l'artiste ne donnent pas quelque chose de nouveau, mais cela devient plus évident aujourd'hui. Ce qui est probablement plus nouveau, c'est l'association entre les artistes, hommes des sciences et ingénieurs, qui sont amenés de travailler en commun et de provoquer et de produire des résultats visibles de cette collaboration. Très plus éclatant est celle, par exemple, des centres de recherche comme celle des centres d'études audiovisuelles avancées à MIT, puis en Allemagne, en Cologne, un certain nombre d'instituts en France, en Italie et d'autres pays européens. Cette collaboration existe, et pas seulement parce que c'est une bonne idée, mais aussi parce que c'est un milieu artistique et scientifique si complexe de nos jours qu'un seul artiste, un seul scientifique, un seul ingénieur ne pouvait s'en sortir en effectivement réalisant quelque chose par nous-mêmes. Parce que les connaissances nécessaires sont trop complexes, les temps et le travail trop complexes pour qu'une seule personne puisse réussir seule. Pour ce qui est là, le grand public ne veut pas croire cela. Mais quand il s'agit de la télévision ou de vols sur la Lune, tout le monde y croit. Là, tout le monde comprend très bien que pour réaliser quelque chose, il faut un travail d'équipe sophistiqué. Mais cela est aussi vrai dans bien des aspects de la création artistique aujourd'hui. Ainsi, mais certains compagnons et amis de l'artiste sont des gens qui sont inspirés aussi bien par la science que par les amis artistes ou par l'histoire de l'art. Donc l'art des ciels a aussi beaucoup à voir avec le travail de documentation. Il ne dure que quelques heures ou quelques jours. Et d'un autre côté, sa durée, par rapport à la peinture ou à la sculpture, c'est maintenant contrôlé par une nouvelle génération, un nouvel ensemble de déclarations qui est les documentations de cet événement par de nouveaux médias, quelques vidéos, bien sûr, la photographie et les films de l'autre volume, que nous pouvons citer dans ce contexte. Parmi les premiers vidéodisques qui avaient été réalisés, figuraient notamment deux vidéodisques faits au centre des études avancées en 1980 et un en très haut caractéristique parce qu'il s'appelait disque des cieux. Il y a donc aussi autour de cette réalisation tout un monde de ce que j'appelle monde secondaire, l'art secondaire ou l'expression secondaire, dans lequel l'art des ciels est tiré de la réalité, construit et réarticulé afin d'être revêtu, bien qu'à une échelle beaucoup plus limitée. Je pense que pour moi, l'idée de l'art des ciels a toujours été implicite et même exprimée, par exemple, dans le groupe récent de l'année 60, groupe zéro, dont je pense que le travail artistique à une échelle réduite